Bonjour à tous, on a un tout petit peu de retard pour petit problème technique, excusez-nous. Je vais laisser encore 2-3 minutes le temps à tout le monde de se connecter. En attendant, on va vous mettre un petit sondage auquel vous pouvez répondre. Et puis, j'arrêterai le sondage au moment où on va lancer les différentes présentations. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va pouvoir débuter. Déjà, merci à tous d'être présents pour le troisième et dernier webinaire du Webimars. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à vous inscrire et à être connectés. Je sais que l'horaire n'est pas celui qui arrange tout le monde. Il est un peu difficile de concilier par rapport aux agendas de tous. Il y aura un replay qui sera disponible. Pour les 2 premiers mois, il sera diffusé via la newsletter de la SF2H, donc uniquement pour les adhérents. Et puis, il sera ensuite à diffusion publique passé les 2 mois, donc sur la chaîne YouTube de la SF2H. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'eau. Donc après l'air et tout ce qui est surface et matériel, on va parler de la gestion de l'eau dans les établissements de santé. Donc pour ça, on a 3 intervenants, Monsieur Patrick, Céline Ciotti et Didier Lecointe, qui vont nous parler de 3 aspects différents de cette gestion. Je vais vous demander de bien garder vos micros coupés et même caméras coupées pendant les présentations. Vous avez un endroit spécial pour poser des questions par écrit et vous avez des personnes du GPRI qui vont trier les questions et les donner à Margot qui les posera à la fin de chaque présentation à chaque intervenant. Si néanmoins vous voulez poser vos questions à l'oral, il ne faut pas hésiter à lever la main sur la plateforme et puis on vous donnera la parole, si vous avez un micro bien sûr. N'hésitez pas du coup à lever la main. Donc, je vais donner la main à Monsieur Patrick et je vais vous souhaiter à tous un bon webinaire. Alors. Bonjour à tous, donc Patrick Paris, Société Antagoa. Donc ma présentation va concerner
les aperçus de conception et de maintenance sur les réseaux d'eau sanitaire. Je ne parlerai que de réseaux d'eau sanitaire, avec les items comme Legionella, Pseudomonas aeruginosa, bactéries aérobie fiables à 22 à 36. Je vais me focaliser sur ces paramètres-là parce que c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le risque légionnel. Voilà, excusez-moi. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, ce risque légionnel, c'est sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. Et on exige le maintien d'une température d'eau chaude sanitaire sur les bouclages supérieure à 50 degrés sur toutes les boucles. Ça, c'est décrit dans l'arrêté du 30 novembre 2005, en fait, que vous connaissez tous, qui est un arrêté très très bien fait, très très concis, mais très très bien fait. En fait, ce maintien en température, c'est une désinfection continue par voie thermique. Je vous dis ça parce que c'est très très important, parce que ça vient en comparaison avec les désinfections continues par chloration notamment. Donc moi je préfère beaucoup les désinfections continues par voie thermique parce qu'il n'y a pas d'agent chimique. Donc, on n'a pas les inconvénients des traitements de désinfection par voie oxydante. Hein. Donc, c'est hypochlorite de sodium, principalement chloration et dioxyde de chlore, qui font beaucoup de dégâts sur les matériaux en contact. Alors, ce risque légionnel, il commence au niveau des adoucisseurs, notamment des préfiltres d'adoucisseurs, des contaminations de médias filtrants. Je vous ai illustré des photos que j'avais prises dans un hôpital. Et vous avez des contaminations aussi sur les résines d'adoucisseurs, des défaillances au niveau des contaminations, enfin des résines contaminées, oui. Et puis, vous avez un risque qui est lié à la température des locaux, qui doit être inférieure à 15 degrés. Bon, ça, c'est moi qui ai mis 15 degrés. Mais ce qu'on veut éviter, ce sont des sources de chaleur à proximité. On constate dans de nombreuses sous-stations que la température est bien au-delà. Donc, ce qui n'est pas du tout bon pour ces adoucisseurs. Donc, les locaux doivent être ventilés. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça commence là. Alors, on a de la chance parce qu'effectivement, ce risque légionnel des adoucisseurs peut être repris par les productions d'eau chaude sanitaire. Alors, vous avez pour les productions des défaillances au niveau des températures dans les ballons. Alors, évidemment, les ballons, on en rencontre encore. De plus en plus, on va privilégier les productions par voie instantanée. C'est beaucoup mieux parce qu'on n'a pas de capacité, on n'a pas de stockage, mais on en rencontre encore. Donc, on a des défaillances de température, notamment en fond de ballon. Et on n'a pas des circulations qui sont optimales dans les ballons. Donc, je vous ai mis sur la droite un schéma de stratification. Ce qu'on rencontre, en fait, c'est que l'eau chaude, qui est plus légère que l'eau froide, eh bien, se retrouve en haut des ballons. Et puis, en bas de ballon, on se retrouve avec des températures donc, qui ne sont pas vraiment froides, mais qui peuvent être tièdes, donc favorables au développement bactérien. Donc, ces ballons-là sont à considérer en termes de conception. Et la flèche rouge, par exemple, sur le ballon que vous avez en photo là, eh bien, indique la reprise de l'eau et tout le fond de ballon n'est pas en circulation. Donc, toujours pour ce risque légionnel, hein, donc les productions d'eau chaude, donc vous en avez de deux types en fait, hein, les échangeurs, vous avez la photo en bleu, et puis les ballons. Donc, il faut vérifier les températures. Température sur l'eau primaire, c'est-à-dire la température qui vient apporter l'énergie. Donc, il ne faut pas qu'elle soit défaillante, effectivement. Et sur le secondaire, c'est-à-dire l'eau sanitaire. Donc, on a une surveillance, comme vous le savez, par rapport à l'arrêté du 1er février 2010, une surveillance de température en départ, en retour et dans les ballons également. Alors, si vous n'avez pas de ballon, évidemment, vous n'avez pas de surveillance dans les ballons. Alors, en ce qui concerne les défaillances de conception qu'on rencontre encore aujourd'hui,
ce sont des mitigeurs sur les départs d'eau chaude. Alors, ces mitigeurs sont à supprimer. En fait, c'était quelque chose qu'on rencontrait dans les années 80. C'était très, très pratique parce qu'on ne parlait pas encore de légionnelle. Donc, on avait une température qui partait en eau mitigée, qui distribuait tous les points d'eau des bâtiments concernés. Donc, ces mitigeurs-là, bien aujourd'hui, on les supprime. La conception aujourd'hui des réseaux d'eau chaude sanitaire, c'est d'avoir une eau chaude en température bouclée entre 50 et 60 degrés et de mitiger au point de puisage de manière à avoir moins de 50 degrés en utilisation au robinet et bien sûr aux douches. On rencontre aussi ces mitigeurs sur les blocs de douche. Ça, c'est quelque chose d'assez courant pour alimenter notamment des douches dans des piscines. Et bien sûr, le risque légionnel est présent. On a encore des mitigeurs situés sous les vasques des robinets ou dans des gaines techniques. Ça se rencontre encore. Ça se fait encore pour alimenter, bien sûr, toute la partie salle de bain, c'est-à-dire lavabo, douche. Mais bien sûr, on est en risque légionnel. Je vous ai mis des photos de ces mitigeurs-là sur la droite de l'écran. Donc, tout ce qui est mitigeage, en fait, eh bien, c'est à supprimer et ça doit être les robinets qui doivent être des robinets mitigeurs, y compris pour les douches d'ailleurs. Alors, on rencontre encore ce genre de choses là en termes de conception. Ça, c'est une photo que j'avais prise dans un hôtel, mais bon, peu importe, c'est aussi ce qu'on rencontre dans les hôpitaux, de moins en moins, mais vous voyez, ça, c'est pas du tout acceptable en termes de travaux parce qu'on ne peut pas intervenir sur ces réseaux-là. Donc, vous avez des lyres qui partent dans les dalles et donc on ne peut pas avoir l'accessibilité des réseaux. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter pour ce risque légionnel pour intervenir sur ces réseaux-là. Alors, en ce qui concerne l'entartrage et la corrosion, évidemment, il faut la réduire. L'entartrage, bon, c'est le dépôt de carbonate de calcium, hein, donc ça se fait par l'adoucissement de l'eau chaude sanitaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc moi, je conseille d'adoucir à 8-10 degrés français. Ça suffit. Hein, bon, on peut baisser un peu, mais après, on va avoir un souci de corrosion. Et on a aussi des gros problèmes justement de corrosion qui est dû au choix des matériaux des canalisations. Donc, vous avez des matériaux anciens qui peuvent corroder, mais vous aussi, vous avez des matériaux neufs. Donc là, je vous ai illustré ce que j'ai rencontré sur des hôpitaux voilà, qui ne sont pas en fait sujets de maintenance, quoi. On a un souci vraiment d'obsolescence et de vieillissement de réseaux. Donc là, il n'y a pas d'autre solution, c'est de changer les réseaux, en fait, et de mettre des matériaux adaptés. Aujourd'hui, on a de très, très bons matériaux, que ce soit organiques ou métalliques, hein, comme le cuivre ou le PVCC ou le multicouche, qui correspondent très, très bien, qui donnent satisfaction. Alors, l'équilibrage des réseaux d'eau chaude sanitaire, donc ça, c'est l'arrêté du 30 novembre 2005, hein, en termes de température. Donc, on constate encore qu'il y a l'absence de vannes d'équilibrage sur des boucles. Ça, c'est encore fréquent, de moins en moins, mais ça se rencontre hein, sur les bâtiments existants. Et puis, on a des équilibrages qui sont défaillants, avec des valeurs de température inférieures à 50 degrés. Et là, bien sûr, on est en risque légionnel sur les retours unitaires ou sur le retour général. Donc, je vous ai illustré ça, là, par exemple, d'une boucle qui déjà n'est pas calorifugée. Donc, on va perdre de l'énergie et ensuite, il n'y a pas de boucle de vanne d'équilibrage. Alors, ces fameuses vannes d'équilibrage, eh bien, voilà, je vous en ai mis deux là, de marques que vous connaissez, où on peut mesurer avec les prises de mesure rouge et bleu des mesures de débit et de température. Ça, c'est important. Si on a des vannes d'équilibrage, c'est pour avoir ces mesures de débit et de température. C'est tout l'intérêt. Donc, avec des prises de pression. On fait ça sans
sans mesure intrusive, c'est-à-dire sans coupure de réseau. Ça aussi, c'est important pour les services hospitaliers notamment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de coupure d'eau. Et j'insiste sur l'accessibilité de ces organes-là en termes de hauteur ou dans les gaines il faut prévoir. Je vous ai mis là un exemple de plan d'équilibrage que j'avais fait sur un hôpital, je ne me souviens plus lequel, mais il s'appelle CL Nord, et où j'ai toutes les données pour vérifier l'équilibrage. Encore une fois, c'est la conformité à l'arrêté du 30 novembre 2005. Donc, en fait, vous avez bien sûr le nom de la boucle, mais vous avez tous les paramètres. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est la température mesurée que vous avez à votre droite, c'est-à-dire les valeurs qui sont supérieures à 50 degrés sur les boucles unitaires. On a 61,3 en départ et 55 en retour. Donc ça, c'est très très bien. C'est du mesuré, c'est vraiment du factuel. Et donc là, on est en protection légionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire tous les ans sur les réseaux en service de vos hôpitaux. Mais encore une fois, ça nécessite d'avoir des vannes d'équilibrage adaptées. Alors, sur les risques légionnels, voilà ce qu'on rencontre aussi. Voilà, les dégazeurs. Les dégazeurs, ce sont des purgeurs d'air en haut des colonnes montantes. C'est un organe essentiel, mais qui n'est pas forcément bien entretenu. Et si on ne dégaze pas, c'est-à-dire que l'eau, si on n'évacue pas l'air qui s'est dégagé de l'eau, eh bien, on va avoir une obstruction pour les circulations, donc ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi lié à la maintenance, des services techniques qui doivent vérifier ça. Alors, l'absence de calorifugage aussi. Bon, je vous ai mis une photo là qui est dans un hôpital parisien d'ailleurs, où lorsque j'ai fait l'expertise, j'ai constaté effectivement que ce n'était pas calorifugé. Donc, si ce n'était pas calorifugé, ça veut dire que d'abord, on perd de l'énergie. D'abord, ça, c'est la première chose. C'est vraiment une grosse perte d'énergie. Et puis, deuxièmement, c'est une perte de température, évidemment. Et on peut se retrouver en dessous du seuil de 50 degrés de l'arrêté du 30 novembre 2005. Donc, calorifugé, ça, c'est quelque chose aujourd'hui d'essentiel. C'est d'abord économiser l'énergie, mais c'est aussi avoir un bon équilibrage. On ne peut pas faire un équilibrage si on n'a pas de calorifugage. C'est impossible, compte tenu des déperditions. Alors, quelque chose auquel je tiens aussi, c'est l'accessibilité des réseaux d'eau sanitaire, parce qu'on n'en tient pas toujours compte, aussi bien dans le neuf que dans l'existant. Dans le neuf, on rencontre quelquefois aussi des choses qui sont très très peu accessibles. Donc, il faut avoir des trappes qui sont démontables, et puis des trappes de grande dimension. Et je vous ai mis une photo sur la droite d'un établissement à Paris, vous voyez, avec l'accumulation de tous les fluides, des téléphones, la Wi-Fi, etc. Eh bien, on se rend compte qu'on a beaucoup de canalisations et de fils qui passent, et c'est pas toujours facile d'avoir l'accessibilité. Ça, c'est dans les bâtiments existants. Donc, risque légionnel, l'objectif, c'est le maintien en température initiale en production et en distribution. Ça, c'est l'objectif. Et le constat, c'est qu'au cours du temps, eh bien, on peut avoir des dérives. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier ces équilibrages. En fait. Là, c'est une photo d'une GTC de l'hôpital Cochin, d'ailleurs, où on a toutes les températures d'eau chaude sanitaire en termes de retour de boucle. Alors, c'est un bâtiment que j'avais réhabilité en 2012, qui fonctionne toujours d'ailleurs, et qui est très très bien entretenu, mais qui a une certaine robustesse en termes d'équilibrage, c'est-à-dire en termes de risque légionnel. Donc, vous aviez quelques valeurs à 28 degrés, 3 en bas, là, que j'ai réparées, mais autrement, c'était des valeurs qui étaient bonnes. Celle qui est à gauche en bas à 850 degrés, c'est une erreur de sonde, évidemment. Mais autrement, vous avez les valeurs de température qui sont surveillées en permanence par l'hôpital. Ça, c'est un outil aussi, la GTC, qui est très utile pour les services techniques, j'entends. Alors, je vais passer sur la deuxième partie, c'est la partie eau froide, en fait, donc les pseudos et puis les bactéries à 22 et à 36.
Donc, cette problématique-là, en fait, c'est une problématique de biofilm. Alors, on ne peut pas les éradiquer, les biofilms, comme on le fait en eau chaude. En eau chaude, je vous ai dit que c'était une désinfection par voie continue, évidemment, et parce qu'on met les biofilms en température, ce qu'on n'a pas sur les eaux froides et eau tiède, évidemment. Et on a des biofilms qui se développent. Et toute la problématique, c'est de limiter ces biofilms, c'est-à-dire d'empêcher qu'ils se développent beaucoup. En fait, on aura toujours un tout petit peu, mais il ne faut pas qu'ils se développent beaucoup. Là, je vous ai mis ce qu'on retrouve dans un guide de 2005, le guide de l'eau dans les établissements de santé, qui est très très important, qui sont les cibles en fait. Alors souvent, les hygiénistes prennent ces valeurs-là comme des seuils, mais en fait, ce sont des cibles à atteindre. Et alors, vous avez la flore à 22 degrés, donc inférieure à 100, comme vous le savez. Donc, ça encore, ça va. La flore à 36, c'est beaucoup plus difficile. C'est inférieur à 10. Et Pseudomonas aeruginosa, inférieur à 1, c'est-à-dire il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est la flore à 36 degrés qui est la plus difficile à travailler. Et puis, Pseudomonas, comme vous le savez, comme vous avez dû avoir sur vos hôpitaux. Donc, on recherche simultanément donc, les pseudomonas et les bactéries à 22 et à 36 sur les eaux froides. Moi, je ne fais pas des analyses D1 complètes, hein, ça ne sert à rien. Je vais vraiment à l'essentiel. Et lorsque j'ai la maîtrise de ces paramètres-là, en termes de seuil, eh bien, je considère que c'est bon. Les coliformes, en fait, on en trouve très très peu, évidemment. Hein, ça, c'est un gros souci si on en a, quoi. Mais c'est souvent une contamination manuportée pour les coliformes. Donc, ce que je vous disais, donc la contamination par les mains, en utilisation pour les aérateurs, et lors du montage des canalisations aussi, beaucoup de monteurs, d'installateurs, de plombiers ne prennent pas les précautions nécessaires, et puis on a beaucoup de contamination. On a aussi les contaminations par les sols qui interviennent aussi. J'ai déjà vu ça pour les pseudomonas. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez aussi, les lavabos, les postes de soins, les douches. Donc, je vous ai mis une photo là à gauche d'une pomme de douche qui traîne dans une vasque. Ça, c'est pas acceptable, quoi. On peut pas avoir une hygiène si on a ce genre de choses, quoi. Et puis, les pommes de douche aussi doivent être propres. Là, je vous ai mis un exemple à droite. Là, c'est une pomme de douche qui est vraiment belle, quoi. Les auges, bon, je vous ai dit que je ne parlerai pas de ça, mais je vous en parle quand même. Donc, ça, c'est dans les bloc-up. C'est quelque chose aussi où on rencontre ces risques pseudomonas et bactéries à 22 et à 36. Mais on a beaucoup de chance. C'est qu'on met des filtres terminaux, tout germe, qui viennent corriger l'eau. Voilà. C'est une auge où il y avait initialement 2 points d'eau qui étaient prévus et on en a supprimé un pour limiter le risque, en fait. Alors, en ce qui concerne les réseaux de stérilisation lavandoscope cuve, voilà, je vous en dis 2 mots aussi. Vous avez un risque pour ces bactéries-là, comme vous le savez, pour tous les organes qui sont équipements qui sont installés. Et Dieu sait si on a des installations qui sont très complexes, je dirais très sensibles en fait à la contamination. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, comme je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et encore une fois, plus on fait simple, mieux c'est. En ce qui concerne ces risques, l'entretien des points d'eau, bon, ça vous êtes sujetti à cette problématique-là dans vos établissements. C'est l'usager soignant. Donc, on rencontre encore ce genre de choses. Vous voyez, le flexible qui vient traîner dans la vasque, ça ne peut pas engendrer une condition optimale de maîtrise, quoi. Et je vous ai mis aussi une photo sur les brise-jets. Alors j'en ai d'autres, voilà. Ça c'est ce que je rencontre sur des hôpitaux. Alors évidemment, ce sont
ou des cliniques, ce sont des points d'eau qui ne sont pas entretenus. C'est vraiment caractéristique. Et à ces points d'eau-là, évidemment, on a de la contamination. Donc, l'entretien des points d'eau, le nettoyage et les désinfections des points d'eau, c'est essentiel. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais néanmoins, on peut avoir une prévention, quoi. Parce que là, vraiment, ils avaient une contamination pour tous ces établissements, une contamination en bactéries à 36 et à Pseudomonas. Bon, la cause, c'était celle-là, en fait. Donc, ce n'était pas un problème de réseau d'eau, c'était un problème de nettoyage et de désinfection de points d'eau. Donc, de personnel à fortiori. Pour toutes ces bactéries-là, il faut prendre en compte donc la décontamination qui est très difficile dans tous les cas. C'est une décontamination par voie chimique ou par voie thermique, mais qui est très difficile dans tous les cas. Les causes de la difficulté, ce sont les parties terminales qui ne sont non prévues pour les décontaminations, c'est-à-dire que comment on fait pour faire une désinfection sur un point d'eau contaminé si ce n'est pas prévu. Donc il faut réinstaller des points d'injection, des points de pontage chaude ou froide sous la vasque pour décontaminer. Souvent, on change le robinet. Souvent, c'est la solution qui est adoptée, qui n'est pas optimale d'un point de vue financier, mais c'est celle qui est adoptée. Donc pour ces bactéries-là, donc c'est les nettoyages sans démontage, les désinfections sans démontage. Donc je pense aux aérateurs, aux becs, aux vasques, aux siphons aussi. Pensez bien aux siphons parce que quelquefois vous avez des éclaboussures qui remontent sur les aérateurs. Voilà. Donc je préconise une fois par semaine, à minima, le nettoyage avec des produits adaptés. Vérifiez bien auprès du fournisseur que le désinfectant est actif pour les bactéries que vous voulez éradiquer. Les procédures aussi, les procédures et la traçabilité. Procédure, c'est comment on fait. La traçabilité, c'est qui le fait. Et il faut que ces documents-là soient, bien sûr, dans votre carnet sanitaire. Donc, en cas de contamination chimique, c'est pas très efficace. Les désinfections chimiques, j'y reviens beaucoup. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un guide sur la partie désinfection des réseaux avec différentes organisations syndicales parce qu'on a beaucoup de soucis en fait sur l'efficacité des désinfections par voie chimique. Par voie thermique, dont l'équilibrage, là, c'est très efficace, quoi. Et c'est en permanence efficace. Thermochimique, bon, j'avais mis ça en place. C'est principalement de la température et puis un oxydant tel que peroxyde d'hydrogène. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir des temps de contact très longs parce qu'on a les matériaux en contact qui peuvent souffrir. Donc, voir la possibilité de la désinfection, c'est toujours un constat qu'il faut faire avant comment on va intervenir. Sur les parties terminales aussi, en ce qui concerne les robinets, bon là, il faut vraiment faire attention aussi aux robinets que vous avez, notamment au niveau des mitigeurs thermostatiques qui ont, je vous rappelle, une correspondance entre l'eau froide et l'eau chaude. Donc là, c'est vraiment, vous avez vraiment un risque très fort sur ces appareils-là. Bon, la filtration terminale, ça vous la connaissez dans vos établissements. Donc les réseaux existants, en fait, c'est optimiser la conception. Ça passe toujours par des expertises et des audits. En fait, c'est bien voir ce qu'on a en termes de réseau. La conservation des réseaux existants, ça c'est le plus souvent ce qui est fait. On peut le comprendre d'un point de vue exigence, mais néanmoins, on aboutit toujours avec des expertises et des audits intelligentes à des coûts très bas en fait. On n'a pas besoin de tout changer pour avoir la conformité, pour revenir à un état conforme en termes de qualité. Pour les réseaux neufs, alors ça, ce sont les bâtiments neufs qui sont engagés. Il faut prendre les dispositions au début du projet, c'est-à-dire les phases APS, APD et Pro pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire avant de faire. Toujours faire simple. Ça, c'est quelque chose aussi qui
avait été oublié. On avait rendu des réseaux d'eau très très complexes sur lesquels on avait beaucoup de mal à faire l'équilibrage, qu'on avait beaucoup de mal à régler, et ce qui engendrait déjà une maintenance très très coûteuse. Donc, et du personnel plus compétent et davantage de personnel. Donc aujourd'hui, faire ça, à chaque fois que j'interviens sur un réseau, que ce soit existant ou neuf, je le simplifie parce qu'il est beaucoup plus facile à équilibrer et à maîtriser. Le nombre de points d'eau à examiner aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut voir parce que souvent on veut des points d'eau un peu partout et on n'en a pas forcément besoin. En eau froide et en eau chaude, j'entends bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Identifier bien la robinetterie, c'est-à-dire le choix des robinets, parce que ça va être déterminant aussi pour votre contamination. Si vous n'avez pas besoin d'un robinet thermostatique, vous mettez un robinet simple à monocommande, quoi. Déjà, ça vous coûtera moins cher et puis ce sera beaucoup plus facile à maîtriser. Prévoir l'accessibilité, j'en ai déjà parlé, les mises en eau, désinfection, maintien de la qualité de l'eau jusqu'au déménagement et bien sûr à l'occupation pleine et entière des locaux. La maintenance, eh bien, plus elle est facile à faire et moins elle est coûteuse, on a remarqué ça. C'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte avec vos services techniques. Donc, les puisages à tous les points d'eau aussi, je voulais vous parler de ça. Donc, les points d'eau qui sont peu utilisés, pas de puisage ou autre, voilà. L'objectif, c'est de simuler une utilisation des points d'eau par des puisages. Alors, ce que je recommande, ce qui fonctionne bien, c'est des puisages d'eau tous les 2 jours, à minima, à tous les points d'eau. Encore une fois, c'est les points d'eau qui ne sont pas utilisés. Plein débit, c'est-à-dire au moins faire couler 4 minutes en eau mitigée, ou 4 minutes eau froide, 4 minutes eau chaude, mais c'est mieux en eau mitigée. Et ce qui va largement contribuer à la qualité de votre eau. Vous verrez que si vous faites vos puisages régulièrement avec des nettoyages et des infections de vos extrémités, vous allez avoir un changement dans vos résultats d'analyse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation, Monsieur Paris. Peut-être qu'on va prendre des questions à l'oral, s'il y en a, Stéphane. Ouais, il y a deux personnes qui ont levé la main. Donc, on va commencer par Madame Céline Weiss. Voilà, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Allez-y, Madame. Est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Eh ben, est-ce qu'il y a une autre personne qui pouvait poser une question à l'oral? Sinon, il y a Madame Isabelle Fredelucci qui pose une question. Donc, pareil, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Eh ben, on va peut-être passer à des questions écrites et si jamais les personnes à l'oral arrivent à connecter leur micro, on vous donnera la parole. Il y a une première question par rapport aux méthodes et modalités de traitement des bâches de réserve d'eau. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, oui. Alors effectivement, les bâches, en fait, ça se fait beaucoup sur les territoires ultramarins pour le risque sismique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai là en tête l'hôpital de Pointe-à-Pitre, sur lequel il y a des bâches sur l'hôpital neuf qui a été fait, ça fait pas très très longtemps. Effectivement, là, il faut bien maintenir ces bâches-là qui doivent être conçues pour être nettoyées et désinfectées régulièrement. Donc, au moins avoir 2 bâches en parallèle. Et lorsqu'on travaille sur une bâche, eh bien l'autre est opérationnel pour délivrer l'eau. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. J'avais rencontré aussi une bâche d'eau sur l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, qui était très très bien faite d'ailleurs, qui était dans un local. À Pointe-à-Pitre, elles sont à l'extérieur. Saint-Laurent-du-Maroni, elle est à l'extérieur. J'avais travaillé avec l'entreprise qui avait fait des préconisations, j'avais fait des préconisations pour ces bâches d'eau. Donc ces bâches d'eau doivent être bien sûr toujours en circulation.
C'est-à-dire qu'elles viennent là en termes de volume tampon, mais vous devez toujours avoir une circulation. Toujours, toujours. Donc, il faut mettre des circulateurs en parallèle de manière à renouveler l'eau permanence, de ne pas avoir de volume d'eau dans ces bâches-là. Très bien, merci pour votre On réponse. a deux autres Camilla. personnes qui ont levé la main. On a Madame Delphine Giano et Madame Sabine Rouillon. Je vois que Madame Sabine Rouillon, votre micro est activé. Allez-y, posez votre question. Bonjour, je voudrais savoir si on peut utiliser la méthode vapeur style Sanivap pour désinfecter les robinets, les éléments terminaux. Merci. Oui, oui, merci de votre question. Oui, oui, tout à fait, on peut. Ceci dit, la chaleur massique, la réserve d'énergie de la vapeur est bien moindre que celle de l'eau. Donc effectivement, la vapeur d'eau va se refroidir très très rapidement. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser aussi un sèche-cheveux. Hein. C'est un flux thermique, mais vous n'allez atteindre que la partie terminale, quoi. Vraiment les surfaces terminales. Vous n'allez pas remonter jusque dans le robinet. Tout l'intérêt d'avoir un traitement thermique du robinet, c'est que vous traitez depuis le raccordement du robinet jusqu'à son extrémité. Mais vous pouvez, c'est pas quelque chose de très cher, c'est quelque chose qui est très rapide et vous pouvez avoir des résultats, oui. Je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait, oui. Peut-être que Mme Delphine Giano peut poser sa question en activant son micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. j'entends. Je l'avais écrite aussi ma question. En fait, on est embêté, l'eau est très entrante, on va dire, je sais pas trop comment dire, dans mon établissement. Et malgré l'entretien, en fait, on a les photos que vous nous avez montrées là, et on sait que notre eau chaude est adoucie. On se pose la question d'adoucir l'eau froide. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas au niveau vu que c'est une eau qui est consommée? Oui, alors le Code de la santé publique, en fait, vous dit que vous n'avez pas le droit de traiter l'eau froide, sauf si vous mettez à disposition de chaque utilisateur un robinet d'eau froide non traitée, donc ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc, si vous voulez adoucir l'eau froide, il faut vous tourner vers l'ARS et avoir une autorisation de l'ARS pour le faire. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout la même problématique. Hein. C'est-à-dire que adoucir l'eau chaude pour fabriquer de l'eau chaude, ça c'est bien. Ça pose pas de souci et c'est même nécessaire parce qu'on a des organes en température, ça va déposer. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Traiter l'eau froide, quel que soit le traitement d'ailleurs, ça veut dire qu'on remet en compte la qualité, on peut remettre en compte la qualité de l'eau froide dans tout l'établissement. Si on a des adoucisseurs défaillants qui engendrent des contaminations bactériennes, ce serait principalement de la flore à 22 degrés que vous auriez, eh bien vous allez contaminer en aval tout votre réseau. C'est pour ça que le risque est énorme. Et les ARS sont assez frileuses à donner de telles autorisations. Elles donnent des autorisations, je traite pour la chloration de l'eau froide. Je parle bien de chloration, je ne parle pas d'adoucissement. La chloration de l'eau froide, j'ai des établissements pour lesquels les ARS ont donné une autorisation. Mais pour l'adoucissement, je ne connais pas. Elles sont très très frileuses. D'accord. Voilà. Mais tournez-vous vers l'ARS. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Paris. Il y a beaucoup de questions, donc on va peut-être revenir un petit peu à la fin sur certaines questions posées à l'écrit. Et on va passer tout de suite à la présentation du docteur Lecointe, qui est praticien hygiéniste au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Sur le risque légionnel en pratique, je vais vous passer la main, Monsieur Lecointe. Oui, bonjour à tous. Alors, on ne voit pas encore votre diapo, mais je vais le... Oui. Alors, je vais en profiter pour remercier les intervenants de m'avoir invité. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit votre écran.
C'est parfait. On va commencer tout ça. Qu'on peut le mettre en plein écran peut-être ou... Alors, il est en train de se... Voilà, là, c'est en train de se mettre en plein écran. Alors, c'est pas très rapide parce que on a des protections antivirus. Voilà, là, je pense que vous le voyez. Allô, allô? Je le vois, oui. Bon, très bien. Donc, je peux commencer. Allons-y. Donc, écoutez, voilà mon sommaire. On va parler de ces 4 sujets l'un après l'autre. Je vais d'abord commencer par Legionella, un germe banal de l'eau, pas si banal. Alors, vous savez tous que ce sont des bactéries, des bacilles gram négatifs dotés de plusieurs flagelles, donc adaptés au milieu hydrique, qui vivent dans les rivières, les lacs, les étangs, et plutôt dans la vase, donc avec peu d'oxygène. Donc, il s'agit d'un germe hydrotellurique avec une exception notable, Legionella lombichae, qui est isolée à partir de terreaux, notamment en Australie, où elle est responsable de 40% des infections environ, et qui va toucher les jardiniers, et on trouve des cas en France. L'influence de la température de l'eau a surtout été décrite pour Legionella pneumophila, qui survit dans un milieu désertique sans se multiplier jusqu'à à peu près 20-25 degrés, qui ensuite va se multiplier entre 25 et 45 degrés. Puis, au-delà de 50, sa fiabilité sera réduite, la croissance sera limitée, et au-delà de 60, elle sera inactivée en quelques secondes. Malheureusement, pour les autres espèces, on dispose de très peu d'informations. Donc, comme pas mal de germes banals de l'eau, la Legionella va être capable d'entrer en état VBNC, pour Viable but not culturable cells, c'est-à-dire que c'est comme la graine en hiver qui est sous la terre, qui attend sous la neige. Il n'y a pas de métabolisme, donc il n'y a pas de multiplication. Donc, puisqu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas non plus de résistance. Enfin, pardon, il y a une résistance aux désinfections. Les désinfectants n'auront pas d'action sur ces VBNC et on aura des cultures sur gélose faussement négatives, alors que le risque résiduel restera présent à moyen et à long terme. Et comme pas mal d'autres germes banals de l'eau, c'est donc une bactérie qui va être présente dans les réservoirs et donc s'amplifier dans ces réservoirs. Il y aura un lien bien établi entre les infections et les constructions, et son mode de transmission sera effectué par aérosolisation. Alors voici les 4 déclarations de Legionellose auprès de Santé publique France. Vous voyez que ça reste très stable et très faible jusqu'à 1996. Et puis en 1996 apparaît l'antigénurie légionnelle, qui est spécifique de Legionella pneumophila sérogroupe 1. Ça, on y reviendra. Et donc le nombre de cas a augmenté jusqu'en 2005, pour ensuite diminuer très progressivement. Donc tout le monde était content, on se disait qu'on maîtrisait les réseaux d'eau, et puis non, en fait, à partir de 2017, ça a réaugmenté et à ma connaissance, on ne sait pas trop pourquoi. Il s'agit également d'un germe qui est associé au biofilm. Donc comment ça se passe? À l'état flagellé, ça va pénétrer dans les biofilms, ça va perdre son flagelle, ça va se multiplier et ensuite, au bout d'un certain moment, il y a une récupération des flagelles et dissémination dans le reste du réseau d'eau. Alors voilà ce que ça donne par exemple au microscope électronique, où on a ces légionelles qui sont dans le biofilm. Donc en fait, il s'agit d'une forme de réservoir et également de résistance à la désinfection, puisque les biocides ne rentreront pas ou très peu dans le biofilm. Il y a également une association avec les amibes libres de l'eau. Voici microscope électronique également, une image très frappante. On a l'amibe qui a phagocyté les légionelles et les vacuoles de phagocytose ne les ont pas digérées. Donc il y a un phénomène d'échappement des légionelles par rapport à la digestion par les vacuoles de phagocytose, et c'est même ce qui explique son pouvoir pathogène. Et en fait, l'association légionnelle-amibe donne un avantage sélectif aux deux, puisqu'elles vont toutes les deux acquérir une résistance au stress, notamment au biocide et à la température. Et c'est comme ça que l'on voit des souches de légionelles résistantes au chlore ou résistantes à la température. Il s'agit également d'une forme de réservoir, d'une forme de dissémination, puisque les amibes pourront aller dans des endroits où les légionelles ne peuvent pas aller.
Alors, bien sûr, il y a une très forte connexion entre guillemets avec les réseaux d'eau, et plus les réseaux d'eau seront importants avec des systèmes de production, de distribution complexes, qui vont donc créer des zones de bas débit, qui elles-mêmes vont favoriser la stagnation de l'eau, la formation de biofilms. Plus dans ces zones, on aura des températures qui resteront trop basses, mais à la fois optimales pour les soins et idéales pour la multiplication bactérienne, plus on aura de réservoirs de légionelles. Il ne faut pas oublier que, à côté de cela, on a tous les équipements et dispositifs qui favorisent l'aérosolisation, notamment les douches et les baignoires de rééducation. La douche préopératoire, c'est un acte de soin, mais qui est potentiellement générateur de légionellose. Et puis, tout ce qui est assistance respiratoire sans dispositif à usage unique. Alors finalement, on va rencontrer quel risque avec les légionelles? D'abord, le plus simple, ce qui est très souvent oublié, c'est la fièvre de Pontiac sur le plan clinique. Il s'agit d'une maladie fébrile bénigne qui se présente sous forme d'un syndrome pseudo-grippal dont on guérit spontanément, on l'associe à une grippe, et en fait, c'est une fièvre de Pontiac tout simplement. Ce que nous redotons, c'est la pneumopathie. Il s'agit d'une pneumopathie bilatérale diffuse qui évolue sur plusieurs jours, 3 ou 4 jours en moyenne, avec quelquefois des signes digestifs et ou neurologiques. Mais, et c'est le grand mais, cette pneumopathie est potentiellement mortelle. On observait 20% de décès avant l'antigénurie et actuellement, on est à peu près à 10% de décès. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la définition standardisée de légionellose. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Un simple point, c'est que dans les critères de déclaration, on a une pneumopathie associée à au moins un des résultats suivants. Et dans les cas confirmés, on y reviendra, on a la présence d'antigènes solubles urinaires. Voilà pour le cas probable. Je ne vais pas non plus détailler les définitions de cas nosocomiales, certains probables, groupés. Je vais simplement indiquer que pour moi, la période d'incubation de 10 jours me paraît trop courte. D'ailleurs, certains documents des ARS disent bien qu'il faut investiguer sur les 2 semaines précédant la contamination présumée. Moi, j'irais même très souvent jusqu'à 3 semaines avant, puisque dès l'épidémie de Philadelphie en 1976, on a vu des vétérans de l'American Legion exprimer leur légionellose au bout de plus de 15 jours, pratiquement 3 semaines. Les patients au risque de légionellose, je ne vais pas non plus détailler, mais en tout cas, tout est bien défini dans les textes. Ce sont tout de même des immunodépressions bien précises, et c'est sur cette définition-là qu'il faut repérer les services accueillant régulièrement des patients au risque de légionellose. Je détaillerai plus les problèmes liés au diagnostic, et notamment la problématique liée à l'antigène urinaire. Je le rappelle, et on ne le répétera jamais suffisamment, et je crois que tous les cliniciens n'ont pas forcément conscience de cela, c'est une antigénurie spécifique de Legionella pneumophila sérogroupe 1 uniquement. Ça signifie qu'un antigène urinaire négatif n'exclut pas formellement une légionellose. On peut très bien faire une légionellose à LP 2,14, 2,15 ou encore à Legionella anissa, Migdalii ou Bosemanii. Bon. Le deuxième problème, c'est que l'antigénurie peut rester positive pendant plusieurs mois. Alors, on décrit 2 mois en moyenne, certains vont jusqu'à 4-6 mois. Ce qui veut dire qu'une antigénurie positive n'exclut pas une fièvre de Pontiac 2 mois avant, et ça signifierait que le cas que l'on investigue n'est pas forcément une pneumopathie allégionnelle, ça peut être une autre pneumopathie. J'insisterai également sur le prélèvement respiratoire. Autrefois, on prenait uniquement le lavage broncho-alvéolaire. Maintenant, on prend aussi le crachat ou l'aspiration. Or, on n'insistera jamais sur un point, c'est que lui seul permet d'obtenir la souche clinique, et seule la souche clinique permet de comparer aux souches environnementales. Donc, il faut vraiment demander ce prélèvement respiratoire pour obtenir la souche clinique et pouvoir la comparer à ces souches environnementales. Et donc, il faut vraiment demander ce prélèvement, même si l'antigène urinaire est positif. Alors, je vais vous donner des chiffres assez anciens, mais le problème de la pandémie, c'est que tous les chiffres postérieurs à 2019 sont peut-être soumis à discussion. Et ça n'a pas énormément changé, je considère, par rapport à la situation antérieure. En 2011, on avait 99% de cas confirmés, et donc 97% avaient été confirmés par détection des antigènes solubles urinaires.
Et 98% des cas étaient dus à Legionella pneumophila sérogroupe 1. Bon, moi, je persiste à considérer qu'il y a une sous-estimation des autres sérogroupes et des autres espèces de Legionella. En 2011 également, il y avait une exposition à risque décrite pour 37% des cas, avec 6% seulement en établissement hospitalier, et vous le voyez, 33% pour tout ce qui est séjour en hôtel, camping, avec notion de voyage. Bon, tout ça, c'est simplement des réseaux d'eau qui ne sont pas entretenus toute l'année. Bon. Alors, quelques données supplémentaires en 2012. Le nombre de cas déclarés en France à l'époque était de 2300, soit 2 cas pour 100 000 habitants, alors qu'en Europe, on avait 1 cas pour 100 000. La létalité était de 11%. Et 40% des sujets étaient en immunodépression, ce qui signifie que 60% ne l'étaient pas. Et puis en établissement de santé, on retrouvait 6% des cas déclarés. Donc finalement, nos patients a priori vulnérables, notamment immunodéficients, ce n'est pas toujours le cas. On voit que dans les hôpitaux, vous voyez, j'ai réuni les données 2006 et 2015. On a 6 à 8% des cas dans les hôpitaux, alors que c'est plutôt les notions de voyage qui vont nécessiter des investigations. Si on prend les facteurs de risque que je n'avais pas évoqués jusque-là, on constate qu'en 2015, 76% des patients avaient, enfin des cas, avaient au moins un facteur de risque, ce qui signifie que 24% n'en avaient pas. Donc, un patient sur 4 n'a pas de facteur de risque identifié. Ça signifie bien qu'on ne maîtrise pas tout sur les facteurs de virulence des légionnelles. Alors finalement, l'hygiéniste, il va être confronté à 2 types de circonstances, la surveillance, la vigilance environnementale et la gestion de la crise. Alors, quels sont les textes permettant de cadrer tout cela? On a, de mon point de vue, 3 textes essentiels qu'il faut absolument maîtriser, qui vraiment donnent beaucoup de détails. Il s'agit de la circulaire du 22 avril 2002, l'arrêté du 1er février 2010 et la circulaire qui décrit cet arrêté, qui est la circulaire du 21 décembre 2010. Alors, il y a d'autres textes qui sont très bien, qui sont vraiment très intéressants, mais de mon point de vue, il faut déjà maîtriser les 3 premiers parce que ces textes-là en dérivent. Quel est le rationnel? Le premier point du rationnel, c'est qu'on surveille la température de l'eau chaude sanitaire, si possible en continu. On veut plus de 55 degrés en départ de boucle, pas plus de 5 degrés de différence avec le retour de boucle, et plus de 50 degrés au niveau des points d'usage. Le deuxième point, c'est qu'on prélève chaque boucle d'eau chaude sanitaire au moins 1 fois par an. Avant, c'était 2 fois, maintenant, c'est 1 fois. Et on veut absolument l'analyse de recherche et dénombrement des légionnelles dans l'eau, c'est-à-dire une analyse qui rend 2 dénombrements, le dénombrement de Legionella species, dont celui de Legionella pneumophila. Et ce qu'on veut, c'est moins de 10 unités pharmacolonie par litre, si possible partout, sinon moins de 1000 dans les services accueillant régulièrement des patients à haut risque de légionellose. Alors, je ne vais pas détailler les 3 textes essentiels, simplement il faut dire que la circulaire du 29 avril 2002 comprend 9 fiches qui vont détailler pas mal de choses. La plupart des choses sont encore d'actualité, si elles ne sont plus d'actualité, c'est décrit dans les textes suivants. L'arrêté du 1er février 2010, c'est lui qui met en avant la surveillance de la température de l'eau chaude sanitaire. Et par ailleurs, il demande qu'à partir de janvier 2012, l'analyse soit effectuée sous accréditation dans les établissements de santé. Et même il précise que l'analyse doit être pratiquée selon la norme française NFT 90-431. Quant à la circulaire du 21 décembre 2010, elle étend les dispositions précédentes aux établissements recevant du public et non plus uniquement aux établissements de santé. Donc les établissements recevant du public, ce sera par exemple les piscines municipales. Et donc, elle décrit bien, enfin, elle va plus loin dans la description de la surveillance environnementale systématique avec une campagne annuelle qui doit comprendre dans tous les cas un départ de boucle. Et si on a un ballon, c'est un fond et une sortie de ballon. Et en distribution, il faut un plan d'échantillonnage avec un nombre de points qui soit équilibré entre les différents types. Donc, il nous faut les points les plus défavorisés, les points représentatifs et des points représentatifs situés dans des services accueillant en permanence des patients à haut risque de légionellose. Enfin, s'il y en a, il faut des points ayant fait l'objet d'une installation ou d'une rénovation récente.
Et parce que c'est en distribution, il nous faut le retour de boucle, même si dans la vraie vie, c'est prélevé en production. Alors, quelles mesures de prévention prendre tant qu'on n'a pas de situation de crise? Ça vient d'être dit dans l'intervention précédente, c'est d'abord la conception des réseaux. La taille des boucles doit être la plus faible possible. Les réseaux de distribution doivent absolument être équilibrés, et si la taille des boucles est faible, l'équilibrage sera moins difficile. Et puis, on doit préférer les échangeurs à plaques versus les ballons, ça a été dit précédemment. On doit contrôler la température de l'eau chaude en continu, si possible à l'air de sonde avec un logiciel permettant de les surveiller en permanence. Et on doit entretenir les points d'usage terminaux avant la situation de crise. Donc, on va désinfecter les robinets et les pommeaux de douche par des purges d'eau chaude sanitaire, raison de plus pour qu'elles soient à plus de 50 degrés. Et on va détartrer les robinets et les pommeaux de douche, là aussi, systématiquement. Alors, voici par exemple un brise-jet entretenu et un brise-jet non entretenu. Voilà, c'est tout simple et ça se contrôle facilement. Alors, le prélèvement, comme je l'ai dit, doit répondre à une stratégie d'échantillonnage. L'arrêté du 30 décembre dernier indique qu'il faut suivre le fascicule de documentation T90-522 pour effectuer cette stratégie d'échantillonnage, le prélèvement. Et puis, puisqu'on doit être accrédité, il faut suivre le document COFRAG, la GTA 29. Pour l'analyse, comme je l'ai dit, c'est la norme NFT 90431. Celle-ci décrit deux techniques, la technique au sale versus la technique au propre, et on a un autre document COFRAG à suivre. Alors, très brièvement, pour que vous compreniez comment ça se passe, je vais vous décrire un petit peu la manipulation au propre. Donc, on a notre flacon de prélèvement, et on fait 3 ensemencements, 200 microlitres par étalement en direct, et des filtrations de 10 et 100 millilitres après traitement à l'acide. Donc, on a 3 G doses par point que l'on va incuber 8 à 11 jours à 36 plus ou moins 2 avec 3 lectures jusqu'à la lecture terminale. Et si jamais ça pousse, on doit faire la différence entre une flore interférente et de la légionnelle à l'aide de techniques de confirmation par des subcultures, par de la fluorescence et du latex. Et à la fin, on rend, comme je vous l'ai dit, 2 dénombrements, Legionella species, dont Legionella pneumophila. Donc, vous voyez, c'est très lent, beaucoup plus lent que l'antigène urinaire. Lorsque on est en situation de crise, c'est-à-dire des résultats supérieurs au niveau seuil ou bien une suspicion de légionellose, quelles sont les mesures correctives? Eh bien, on va d'abord travailler sur le réseau d'eau. Donc, en l'absence de patient, on va pouvoir désinfecter, effectuer une désinfection thermique globale à plus de 70 degrés après une chasse à plus de 2 mètres par seconde de tout le réseau d'eau. En présence de patients, on pourra faire ça, donc on va plutôt préférer l'utilisation de biocides si la désinfection thermique locale n'est pas possible. Au niveau des points d'usage terminaux, on pourra effectuer une filtration terminale, il faut absolument changer les brise-gels et flexibles, et puis on va renforcer la purge par l'eau chaude sanitaire et le détartrage. En tous les cas, il faudra effectuer une campagne de prélèvement de contrôle qui doit être mise en œuvre dans les 2 à 8 semaines après intervention. Et bien sûr, tout doit être revenu à la normale. Sinon, on doit remettre en place des mesures correctives. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples d'investigations auxquelles j'ai été confronté. Aujourd'hui, je suis dans un site unique, mais autrefois, j'avais à gérer un certain nombre d'hôpitaux. Le site Gilles de Corbeil à Corbeil-Essonnes, le site Louise Michel à Ivry et le site Albert Calmette à Hyères. Je vais d'abord vous citer l'exemple d'hématologie clinique. On a une patiente qui, après sa cure de chimiothérapie, en rentrant chez elle, a fait une légionellose, je crois que c'était 3 jours après, à LP1. Alors, par chance, nous avions effectué des prélèvements dans sa chambre et son service la veille de son admission, et nous n'avions repéré que de la Legionella pneumophila sérogroupe 2,14, donc on s'est dit c'est du non-nosocomial. Mais en réalité, par chance aussi, l'ARS a réussi à faire prélever chez elle, et on a trouvé plus de 100 000 UFC par litre dans son ballon d'eau chaude, et la souche du ballon d'eau chaude était strictement identique à celle de la patiente. Donc là, c'était vraiment non nosocomial. On a eu sur le site Louise Michel à Ivry 2 cas
de patients affectés à LP1, un cas en orthopédie et un cas en gynécologie. Alors, pour l'orthopédie et la gynéco, c'est comme la patiente hémato. Par chance, on avait juste quelques jours avant effectué les prélèvements d'environnement dans la chambre, dans le robinet de la chambre et dans la douche du service. Et on n'avait rien trouvé du tout pour le patient d'orthopédie et on avait trouvé de la LP2-15 pour la patiente de gynéco. Donc nous, on avait considéré que ce n'était pas nosocomial dans les deux cas. Malheureusement, l'ARS n'a pas retrouvé de LP1 dans le réseau d'eau des domiciles de ces deux patients. Je me souviens très bien de l'enquête sur le patient d'orthopédie. Il n'y avait absolument aucune tour aéroréfrigérante à proximité de son domicile. Bon, donc on a considéré que ce n'était pas nosocomial, mais ça c'est pour vous dire que très souvent on reste sur sa faim. On n'a pas vraiment de garantie finalement. Et puis, le cas le plus intéressant, c'est le premier en réalité. C'est un patient de réadaptation cardiovasculaire sur le site Albert Calmette. Il avait fait il avait eu une greffe cardiaque à la Salpêtrière 3 semaines avant. Donc, il a eu ses 3 semaines de rééducation. Et 2 jours après être rentré à domicile, il revient aux urgences à l'hôpital d'Étampes, qui percute qu'il était venu chez nous. Il faisait une très belle légionellose à LP1. Et l'hôpital d'Étampes nous a envoyé le prélèvement respiratoire clinique que nous avons envoyé au CNR en même temps que les prélèvements environnementaux. Et voici ce que ça donne. Nous avons dans l'environnement 2 souches de LP1 et l'une des deux match complètement avec celle du patient. Alors ça démontre bien qu'il nous faut vraiment la souche clinique parce qu'imaginez qu'il n'y ait eu qu'une seule souche de LP1 dans l'environnement et que ce soit celle-là. Ça aurait infirmé que le cas venait d'Albert Calmette. Bon, en tout cas, là, il n'y avait pas de difficulté. C'était un cas nosocomial certain. Je vais vous donner l'exemple d'un dernier cas. C'est un déménagement puisque j'ai eu la chance d'en encadrer un il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc, on a fusionné les différents sites de l'hôpital et donc on a construit un nouvel hôpital qui a été construit de 2010 à 2011. Bien sûr, le constructeur a mis en eau de plus d'1 an avant le déménagement, ce que j'avais formellement contre-indiqué. Le réseau d'eau comprend 17 échangeurs à plaques pour 18 boucles. Donc, ce sont des boucles très petites, aucune tour aéro-réfrigérante. Et nous avons décalé le transfert des patients qui était prévu en octobre-novembre 2011 pour janvier à mars 2012. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions démontré que l'eau chaude n'était pas chaude. Elle était même très très froide. Et nous avions détecté à la fois de la Legionella species et de la Legionella pneumophila, aussi bien par culture, donc la norme NFT 90-431, que par amplification génique. Alors, les mesures correctives, elles ont été immédiates. Tous les échangeurs à plaques ont été changés. On a testé leur température et on a pu effectuer une désinfection thermique globale de chaque boucle après une chasse de l'eau à plus de 2 mètres par seconde. Chaque point d'usage a été mis à 70 degrés pendant 30 minutes. On a refait des prélèvements et on a constaté l'absence totale de Legionella pneumophila. Il nous restait quelques Legionella species dans le réseau d'eau et on a considéré que ce n'était pas un blocage définitif pour déménager. Voilà ce que ça a donné. En barre verte, on a les points contaminés. Vous voyez que c'était beaucoup plus important avant déménagement. Pardon, avant les travaux. Donc pour conclure, on n'insistera jamais sur une chose, c'est que le risque lié aux légionelles dans les établissements de santé, il est permanent, puisqu'on aura toujours des germes banals de l'eau, donc on aura toujours des légionelles, ça vient par le réseau d'eau. On aura toujours des amibes libres de l'eau, on aura toujours du biofilm, plus ou moins important. Et on aura aussi des patients immunodéprimés, vous avez vu qu'ils n'ont pas besoin forcément d'être immunodéprimés, associés à de l'eau de réseau ou utilisés par des équipements. Donc, il faut faire, dans tous les cas, il faut mettre en œuvre des mesures de prévention qui sont essentielles pour prévenir les crises environnementales. Et en cas de crise, eh ben, on est bien content pour la rapidité des interventions de disposer d'ASH, de plombiers et d'un laboratoire capable d'intervenir tout aussi rapidement. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est un travail multidisciplinaire.
Dernier point, vous l'avez compris, j'insiste sur les outils d'investigation qui restent limités. On aura toujours des VBNC, donc on peut avoir des cultures faussement négatives. Donc on ne peut pas dire que dans notre réseau d'eau, on n'a pas de légionnelle. On a peut-être éventuellement de la VBNC qui ne demande qu'une chose, c'est de passer en phase de multiplication. La NFT 90431 est adaptée à Legionella pneumophila. Elle n'est pas forcément adaptée à Legionella species, donc il y a vraiment des sous-estimations. L'antigène urinaire doit toujours être discuté dans les investigations de légionellose nosocomiale. Et il faut obtenir à tout prix un prélèvement respiratoire. Vous avez vu pourquoi. La place de la PCR, je ne l'ai pas trop discuté. Vous avez vu que je l'ai utilisé pour le déménagement. Je pense que pour moi, c'est son seul créneau, mais il faut certainement en reparler. Dans tous les cas, que l'EOH dispose ou non d'un laboratoire d'hygiène compétent, eh bien, le niveau d'expertise de l'EOH elle-même est primordial. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a eu également encore beaucoup de questions sur cette présentation. On va peut-être en prendre une pour un moment et puis on gardera le reste pour la fin. Alors la question c'est, faut-il surveiller la légionnelle sur l'eau froide? Alors oui. Je crois que c'est la circulaire du 21 décembre 2010 qui préconise bien de faire une fois par an une campagne de prélèvement sur l'eau froide. En fait, cette circulaire, tous les précisent bien, ça doit être sur de l'eau chaude, sanitaire, mais il y a deux campagnes qu'on nous demande de faire par an, une sur l'eau froide et une en premier jet, puisque l'exploration du réseau d'eau, c'est un deuxième jet. Ce n'est pas toujours facile à organiser, mais bon. Alors, ça permet normalement de voir également si la température de l'eau froide est réellement froide. Puisque quand on fait le prélèvement pour recherche de la légionnelle dans l'eau, on doit mesurer la température de l'eau. Merci pour cette réponse. On va, je pense, garder le reste des questions pour la fin. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, on va du coup passer à la présentation de Madame Ciotti Céline, qui est biohygiéniste à l'hôpital Beaujon de la PHP. Je vous laisse, du coup, je vous donne la main tout de suite. Et je vous laisse débuter votre présentation. Est-ce que vous arrivez à afficher votre écran? Très bien. On le voit, vous pouvez le mettre en mode présentateur et puis on vous laisse tout de suite la main. Merci. Ok. Du coup, donc bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'eau en général dans les établissements de santé et les contrôles qu'il faut faire en pratique. Donc en fait, effectivement, Monsieur Paris en a parlé au tout début. Le guide qui reste d'actualité, c'est un guide ancien, c'est le guide de 2005 sur l'eau des établissements de santé, dans les établissements de santé du ministère. Alors, je ne sais pas si vous avez notion de ça, mais on parle souvent d'eau en Q1, Q2, Q3, Q4, et en fait, ça vient de ce guide. Donc, on va commencer par les eaux ne subissant aucun traitement, qui sont les Q1. Tout d'abord, on a les eaux à usage alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme prélèvement dessus? On va faire des critères de potabilité qui sont définis par l'article R 1321-1 à -5 du Code de la santé publique. Et puis, le guide nous recommande de faire d'autres critères complémentaires. Et donc, il y a deux types d'eau à usage alimentaire. Il y a l'eau d'entrée, c'est l'eau qui arrive à l'entrée de l'établissement. Donc, il faut absolument contrôler tous les points d'entrée. Et en général, la surveillance, elle est faite par la société distributrice de l'eau ou alors la commune sur laquelle se situe l'hôpital. Et puis après, on a les Q11B, qui est l'eau au point d'usage. Donc, c'est l'eau qui est consommée ou utilisée directement par toute personne au sein de l'établissement. C'est l'eau froide. Et là, on nous recommande de faire 1 point par an et par 100 lits et au minimum 4 points par an. Donc ça, c'est la potabilité, c'est les fameuses campagnes de potabilité que peu d'établissements font eux-mêmes, puisque même si vous avez un laboratoire d'hygiène, il n'est pas capable de faire toute la physico-chimie de l'eau. Donc, en général, c'est sous-traité. Ensuite, autre eau, l'eau pour soins standards. Donc, c'est l'eau à usage alimentaire qu'on vient de voir juste avant et qui est utilisée pour les soins et ou le rinçage des dispositifs médicaux. Donc, en fait, concrètement, l'eau pour soins standards, c'est l'eau qui a au niveau de tous les points d'eau de nos hôpitaux.
Donc, la qualité microbiologique attendue, Monsieur Paris en a parlé juste avant. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce qu'il a dit. Effectivement, il y a des valeurs cibles qui sont pour surtout la flore à 36 et à 22, 10 inférieur ou égal à 10 UFC par millilitre et inférieur à 100 UFC par millilitre. Mais nous, on va considérer la plupart du temps le niveau d'action quand on est dans une variation de 10 par rapport à la valeur habituelle. Parce que nos réseaux, la plupart du temps, sont anciens. Donc, quand on commence à faire des contrôles sur nos réseaux, il faut d'abord effectivement voir quelle est la cible finalement. Est-ce qu'on répond à la cible attendue par le guide, mais aussi quelle est la vraie cible, et puis voir, s'inquiéter en fait et engager des actions correctives si on est dans un rapport de 10. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple sur de la flore à 36, j'ai 30 en permanence sur un point d'eau, concrètement, je ne vais pas m'inquiéter. Par contre, le jour où je prélève et que j'ai 300, là, je vais faire quelque chose. Et puis, on fait les coliformes et le Pseudomonas aeruginosa. L'eau pour soin standard, donc point et fréquence de prélèvement. Donc, il faut définir un plan d'échantillonnage en fonction de la taille de notre établissement, des spécificités du réseau et d'autres critères. Il n'y a pas de fréquence définie dans la réglementation. Il nous propose simplement un suivi trimestriel dans le guide. Donc, à titre d'exemple, je vais vous dire ce qu'on fait nous. Donc, on fait tous les postes de soins au moins une fois par an, plus un échantillon représentatif des douches dans les services qui accueillent des patients à haut risque infectieux. Notamment, nous avons un service d'assistance nutritive avec des patients qui ont énormément de cathéters. Donc, on ne souhaite pas que, effectivement, les cathéters soient des points d'entrée pour le Pseudomonas aeruginosa notamment. Donc, on va faire des contrôles de ces douches. On rajoute également des points d'eau dans les chambres de réanimation. Donc, ça en fait une fois par an. Et ces prélèvements, on les répartit sur toute l'année pour ne pas surcharger notre laboratoire d'environnement. Donc ensuite, on va passer au Q2, les eaux qui ont subi un traitement. Alors, les plus connus, ce sont les eaux bactériologiquement maîtrisées. Donc, c'est l'ESS, donc l'eau pour soins standard, qui a subi un traitement, soit par filtration, soit par chloration, UV ou autre. La qualité microbio attendue, donc vous la voyez, on fait uniquement la flore revivifiable à 22 degrés et le Pseudomonas aeruginosa. Et en fait, vous parlez des différents traitements. Le plus souvent, c'est de la filtration dans nos hôpitaux. Et donc, quand on a un filtre à usage unique, on n'a pas besoin de faire de contrôle bactériologique sur ces points d'eau, sauf la réglementation, quand il y a une réglementation particulière, notamment sur l'eau de rinçage terminal des laveurs désinfecteurs d'endoscope, où on nous demande un contrôle trimestriel. Ensuite, on passe à l'eau chaude. Donc, je ne vais pas revenir dessus puisque c'est les contrôles légionnels en fait présentés par Didier juste avant. C'est juste pour vous dire que l'eau, elle a subi un ou plusieurs traitements. On a vu ça au début, chauffage, adoucissement, etc. Elle est réservée à la toilette des patients, au nettoyage du matériel, à l'entretien des locaux. Et elle est bien déconseillée pour la préparation des boissons chaudes et des préparations alimentaires. Alors, l'eau des piscines. Certains d'entre nous peuvent avoir des piscines de rééducation, donc il n'y a pas de réglementation spécifique sur ces piscines, et donc on se base sur l'eau des piscines de rééducation, sur l'exigence des piscines des établissements accueillants du public. Donc on donne des critères minimums à respecter, qui sont, on fait la flore à 36 degrés, les coliformes totaux, Pseudomonas, et là, contrairement aux autres eaux, va être ajouté Staphylococcus aureus, et puis en fait, il n'y a pas d'intérêt à faire de Legionella sur l'eau de la piscine, mais sur l'eau des douches. Donc voilà, donc c'est vraiment, parce que forcément, douche aérosol, risque de Legionelle. Par contre, pas sur l'eau de piscine en elle-même. On nous recommande dans le guide une fréquence mensuelle et hors présence humaine. C'est le matin avant que les séances de rééducation commencent. Ensuite, l'eau des bains à remous et des douches âgées. Donc, les bains à remous et les douches âgées, ce sont vraiment de grosses sources d'aérosols et il y a un vrai risque de dissémination de Legionelle. Donc, elles sont obligatoirement traitées par désinfection, ces eaux. Et donc, on fait pareil, des contrôles, les mêmes que pour les eaux de piscine juste avant. Et on va rajouter par contre la Legionella pneumophila comme il y a un risque d'aérosol. Et à nouveau, la fréquence est mensuelle, hors présence humaine, le matin avant de commencer les séances. L'eau pour hémodialyse, donc c'est l'eau du réseau qui est traitée en plusieurs étapes. C'est une eau très critique. On a souvent des étapes de filtration, filtration sur charbon actif, adoucissement, osmose inverse et ou échange d'ions. Et après, il y a de la microfiltration ou de l'ultrafiltration.
Donc, on a 2 circulaires qui sont très, très importantes quand on fait de l'hémodialyse et qu'on doit contrôler l'eau. Donc, la circulaire du 30 janvier 2007 et celle du 20 juin 2000. Et donc, là, c'est un petit peu différent, en fait, les techniques d'ensemencement et les techniques de ce qu'on va rechercher. Donc, si on fait de l'hémodialyse conventionnelle, il faut absolument prélever tous les départs de boucle et les bains de dialyse. Et on attend inférieur à 10 UFC pour 100 ml. L'hémodiafiltration, donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez bien l'hémodialyse, mais en fait, c'est 2 techniques différentes d'hémodialyse. Là, il faut faire le départ de boucle d'alimentation des générateurs. Donc, on attend une valeur différente. Ensuite, on a aussi les dialysats ultra purs, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur des générateurs, et puis les liquides de substitution. Et là, en plus, on va rajouter la recherche d'endotoxines. Donc, c'est une technique qui se fait en particulier avec le sang de limule. Donc, soit c'est en quantitatif ou en semi-quantitatif. Donc, on nous demande fréquence et modalité de prélèvement, c'est fonction du nombre de séances annuelles d'hémodialyse et de la technique utilisée. En fait, c'est bien détaillé dans le guide, mais je ne voulais pas vous mettre, en fait, il y a tout le nombre de séances qu'on fait, il y a au moins 4 catégories, plus toutes les techniques, ça faisait un tableau un peu trop important. Donc, je vous invite à consulter le guide pour avoir toutes les fréquences. Ensuite, on a l'eau purifiée et l'eau hautement purifiée. Ce sont des eaux qui sont codifiées par la monographie de la pharmacopée européenne. Et ces eaux, elles sont destinées à la préparation des médicaments. Elles sont obtenues en général par osmose inverse et elles peuvent être associées à d'autres traitements type filtration ou adoucissement. Donc, la qualité microbiologique attendue, vous la voyez en dessous. Et on va aussi tester les endotoxines sur ces eaux. Et on nous dit bien dans le guide que la fréquence de prélèvement est à la charge du producteur. Donc là, c'est à vous de définir quelle fréquence vous voulez établir si vous avez ce type d'eau dans vos établissements. Ensuite, on a l'eau des fontaines à usage à boisson. Donc ça, je vais y revenir juste après, mais en ce qui concerne les prélèvements, donc généralement, l'eau des fontaines à boisson, elle est rafraîchie à une température de 8 à 12 degrés. Elle peut aussi subir d'autres traitements type filtre, charbon actif, ultraviolet, etc. Elle doit répondre aux mêmes critères de potabilité que l'eau au point d'usage, donc les Q11 qu'on a vu au début. Et puis, les contrôles sont surtout à intégrer dans la campagne de potabilité de l'eau que vous faites une fois par an normalement. Ensuite, les eaux stériles. Les eaux stériles, donc il y en a pour eau pour préparation injectable, eau pour irrigation, eau potable stérilisée. Elles sont toutes codifiées par la monographie de la pharmacopée. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces eaux-là, la plupart du temps, en fait, on les a déjà conditionnées par les fabricants. En fait, c'est rare les hôpitaux qui les produisent. On peut produire quelques Q3.1, mais sinon, c'est très, très rare. Et puis, enfin, on a les eaux techniques. Donc, c'est les eaux qui sont utilisées pour la stérilisation, la buanderie, les circuits de refroidissement, etc. Et ça demande différents niveaux de qualité. Donc, il n'y a pas de contact direct avec le patient. Et du coup, dans le guide, il n'y a pas de consensus pour des valeurs paramétriques. Et pour vous aider un petit peu, j'ai voulu vous donner un exemple de ce qui peut être fait en stérilisation. C'est ce qu'on fait à Beaujon. Donc, l'eau d'alimentation des laveurs, c'est de l'eau adoucie. Et donc, on considère que c'est de l'eau pour soins standards. Et l'eau d'alimentation des autoclaves, c'est de l'eau osmosée. Donc, on considère que c'est de l'eau purifiée. Et on va faire ces prélèvements tous les semestres. Alors, les fontaines réfrigérantes, qui sont un gros sujet, je pense, aujourd'hui dans nos hôpitaux. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, nous, hygiénistes? Alors, les avantages, c'est que l'eau, effectivement, elle est rafraîchie, disponible 24 heures sur 24. Il n'y a pas de besoin de réfrigérateur et puis il n'y a pas de déchets plastiques versus l'eau embouteillée. Par contre, il y a des inconvénients majeurs. Il faut faire très, très attention à l'entretien. Le détartrage et l'entretien quotidien est à la charge du service, du prestataire de nettoyage. C'est vraiment quelque chose à définir précisément pour ne pas tomber dans « oui, mais c'est pas moi de le faire, c'est à lui » et en fait, finalement, c'est jamais fait. Et puis, il faut bien définir le cahier des charges auprès du fabricant pour définir l'entretien, notamment le remplacement des filtres internes et puis la fréquence de cet entretien. Et surtout, pensez bien à les inclure dans vos campagnes de potabilité et éventuellement dans les campagnes de contrôle de légionnelle, notamment dans les services où les patients sont susceptibles de faire des fausses routes. Parce qu'on a déjà vu ça, des légionellos chez des patients qui ont consommé de l'eau du robinet et qui ont fait des fausses routes.
Alors, un conseil, il faut privilégier des fontaines sans réservoir, sans filtre à charbon, avec purge automatique et capé anti-retour sur l'arrivée d'eau. Et pour finir, je voulais vous présenter une petite étude qu'on a fait entre Bichat et Beaujon sur l'eau du réseau versus l'eau embouteillée. Ça a fait l'objet d'un poster à la SF2H en 2021. Et notre objectif à l'époque, c'était de rationaliser la consommation de l'eau embouteillée sur nos 2 sites parce qu'on a une consommation astronomique. Alors, on a testé 76 échantillons issus de différents lots. Donc, l'eau de source cristalline, ce qui est majoritairement consommé dans nos établissements. Et puis, on a aussi contrôlé les eaux minérales distribuées sur prescription, qui sont l'Épar, la Volvic et la Ceinture. Et en parallèle, on a prélevé un échantillon d'eau du réseau dans les offices alimentaires des services. Au laboratoire, on a fait une technique par incorporation sur PCA et pas PCR, pardon, et filtration sur Drygalski et cétrimide. On a incubé tout ça à 30 degrés pendant 72 heures. On a dénombré la flore sur PCA et puis on a identifié les colonies sur Drygalski et cétrimide. Donc voici les résultats. Donc en fait, on retrouve de la flore mésophile totale supérieure à 100 UFC par millilitre dans 73,9% des échantillons d'eau cristalline et on retrouve des pathogènes, à savoir du Stenotrophomonas multifolia, dans 7,2% des échantillons. Par contre, dans les eaux minérales, Épar, Volvic et Ceinture, on n'a rien trouvé. Et quant à l'eau du robinet, on a trouvé de la flore mésophile totale supérieure à 100 UFC par millilitre dans 16,6% des points d'eau. Et puis, on a trouvé des pathogènes type Stenotrophomonas maltophilia et Pseudomonas aeruginosa dans 3,3% des points d'eau. Alors, en conclusion de cette étude, ce qu'on a dit, c'est que la qualité bactérienne de l'eau du réseau de nos sites est supérieure à celle de l'eau de source majoritairement délivrée donc à nos patients, à savoir la cristalline. Donc la consommation en bouteille, en fait, à l'époque, on s'est posé la question pour ça, parce que ça commençait déjà à avoir un impact environnemental important et puis un impact financier. Comme je vous ai dit, c'est des quantités pas possibles qu'on consomme. Mais si on arrête l'eau en bouteille, il faut penser à l'achat des réfrigérateurs pour réfrigérer l'eau du réseau, à l'achat de la vaisselle pour nettoyer les carafes et puis à l'achat de carafes. Donc, une étude complémentaire semble nécessaire pour comparer le coût entre les 2 solutions. Et pour finir, voilà, je dirais oui au contrôle, mais à rationaliser, parce qu'il y a vraiment des établissements de santé qui font énormément de prélèvements d'eau, mais finalement, pour en faire quoi à la fin? Je vous invite à vous poser la question. Donc, il faut rationaliser en fonction des résultats des années précédentes et des situations à risque. Et puis, deuxième point de conclusion, je dirais qu'on entend souvent, je ne sais pas vous, mais à moi, l'eau de l'hôpital, je ne la bois pas. Moi, je répondrais que c'est dommage, car l'eau de l'hôpital, justement, elle est très contrôlée et visiblement de meilleure qualité bactériologique que certaines marques d'eau embouteillée. Donc, moi, je dis oui à la consommation de l'eau de l'hôpital. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et puis ces petits rappels d'écologie. Et on va passer, on a quelques questions pour vous pour le moment, puis après on passera à des questions globales pour un peu tous les présentateurs. Il y a une question par rapport à l'indication des filtres sur les lavabos en oncologie. Est-ce que vous préconisez ces filtres, des filtres sur ces lavabos ou non? Et dans le même registre, à peu près, c'est par rapport aux filtres des auges chirurgicales. Est-ce qu'ils sont indiqués sur les auges ou pas? Je vous laisse. Alors les jauges, je vais répondre les jauges, c'est plus simple pour commencer. En fait, les jauges, comme aujourd'hui on fait de la friction chirurgicale, on n'a plus besoin d'avoir une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage chirurgical. Du coup, on a arrêté le filtre des auges, mais à la fois en terminale, et soyez vigilants, il faut aussi faire retirer les filtres à l'intérieur des auges, parce que quand on les contrôle, on se rend compte finalement que ces filtres ne sont jamais changés, qu'on oublie de faire la maintenance des auges et que du coup, c'est plus contaminé qu'autre chose. Et ensuite, en oncologie, nous, à Beaujon, on est fervents défenseurs du non-filtre. Donc, j'aurais tendance à dire, il faut faire une analyse de risque. Il faut prélever vos points, voir ce que ça donne. Et si vous avez des points qui sont tout à fait conformes, vous n'êtes pas obligé de filtrer.
Et par contre, il faut les inclure dans votre campagne de prélèvement à la fois eau pour son standard et peut-être potabilité si c'est de l'eau qui est consommée. Très bien, merci pour les réponses. On a une question, peut-être aussi que vous pouvez répondre sur, est-ce qu'il faut faire des prélèvements sur les ballons domestiques? Alors, dans quel contexte, du coup, les ballons domestiques? Parce que les ballons domestiques, on ne sait pas à la charge de l'hôpital. Même si c'est de l'hébergement, je vois peut-être un peu, notamment si vous avez des chambres de garde, des logements associés du personnel administratif, etc. Là, ça relève plus de la responsabilité du chef d'établissement. Je pense que c'était la question. Peut-être que les autres présentateurs peuvent nous rejoindre pour le reste des questions s'ils sont toujours connectés, puisque vous allez aussi pouvoir y répondre certainement. Alors, on a une question concernant les phases de travaux. Une personne s'interroge sur le fait qu'on lui propose de laisser l'eau froide et de supprimer l'eau chaude, par exemple sur les lavements en maternité. Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution finalement pour les travaux? De ne laisser que l'eau froide. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, peut-être Monsieur Paris. Oui, je ne comprends pas très bien la question, mais lorsqu'un réseau est en eau, le meilleur moyen de maîtriser sa qualité, c'est de le conserver en eau, surtout de ne pas le mettre en air. Est-ce que la question, c'est je supprime l'eau chaude des robinets, c'est ça? Je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Eh bien, effectivement, c'est est-ce qu'on supprime l'eau chaude et on laisse que l'eau froide sur les robinets? Est-ce que c'est pas une meilleure solution plutôt? D'accord, c'est ça la question. Madame, vous pouvez répondre. Madame Ciotti, répondez là-dessus parce que c'est un problème de soignants. Moi, je dirais que non. Et quand il y a des travaux, il faut organiser les purges. Alors, je sais que c'est très, très compliqué. Nous, on a une politique qui dit que quand les antennes sont fermées par manque de personnel, par exemple des lits fermés, là, c'est le service de soins qui organise les purges. Et si lors de travaux, ça revient au service technique. Voilà. Il faut vraiment faire des purges. Même registre, il y a une question sur les robinets à purge automatique. Qu'est-ce que vous pensez de ces robinets? Il y en a très peu, hein, des robinets à purge automatique. Ça n'a pas bien pris, ça. Ce n'est pas très bien vu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le faire en bout de réseau? Ça a du sens. Ça a du sens. Bon, c'est pas du tout écologique, hein. Voilà. Moi, je préfère carrément les purges, les puisages fréquents, tous les 2 jours. Je préfère ça à tous les points d'eau qu'un robinet qui est laissé soit coulant en extrémité, soit temporairement coulant. Je préfère. Davantage de prévention, c'est pas la même prévention, quoi. En fait, si je peux me permettre, si on a des équipes d'ASH internes ou pas. Quand on a des équipes d'ASH internes qu'on arrive à former, c'est beaucoup plus facile à organiser les purges, même quand il y a des travaux. En termes de souplesse, j'ai vécu les 2 systèmes, hein, et en termes de souplesse, surtout quand on les forme nous-mêmes, hein, elles savent très bien ce qu'il faut faire, et à partir du moment où on leur a expliqué ce que c'est qu'une purge, une désinfection thermique, s'il y a du pio, enfin vraiment, et je suis comme Céline à Bichabot-Jaune, nous au Sud francilien, on pose le moins de filtres possible parce qu'en fait c'est plus problématique qu'autre chose. Merci pour ces réponses. On a une question concernant la décontamination par dioxyde de chlore pour remplacer les traitements par chloration standard. Alors, oui, alors j'avais fait la circulaire de 2002. Hein. Les produits de traitement, c'est moi qui avais fait ça. J'étais au CSTB pour les désinfections continues. Donc, il y a 2 molécules qui sont autorisées, c'est l'hypochlorite de sodium, chloration, et dioxyde de chlore. Donc, ce sont des molécules oxydantes. Beaucoup plus facile de mettre en œuvre l'hypochlorite de sodium. Le dioxyde de chlore, il faut le faire in situ. Pour ma part, je déconseille de faire des traitements sur le chaude sanitaire en termes de chloration si on a un équilibrage qui est correct sur les réseaux. Ça fonctionne très bien. On a un retour d'expérience.
Je vous renvoie sur, par exemple, l'hôpital Cochin. Sur 4 réseaux qu'on avait fait en 2012, eh bien, ils n'ont pas de problème de légionnelle et c'est pas du tout chloré. Par contre, ils ont la maîtrise de la température. Moi, ces oxydants-là, en fait, ils ont pour but bien sûr d'oxyder les micro-organismes, mais ils ont un effet, c'est d'abîmer les surfaces en contact. Alors, c'est les échangeurs, c'est les clapets, c'est les vannes, c'est les robinets, c'est tout. Et là, je crois qu'on fait beaucoup de mal au réseau d'eau. On les fait vieillir prématurément. On n'a pas forcément besoin de ça. Donc, je suis très prudent sur ces traitements-là, que ce soit dioxyde de chlore ou chloration en continu. Hein, ça, c'est du traitement continu. Oui. Voilà. Temporairement, ça peut être Exactement. autrement, c'est difficile. Oui. J'ai exactement la même position que vous, monsieur Paris. Effectivement, alors, moi, on m'avait même proposé pour le nouvel hôpital quelqu'un qui disait le dioxyde de chlore en continu, c'est génial, et j'ai dû me battre et je me suis battu à l'aide de la circulaire du 22 avril 2002. Donc, merci à vous, monsieur, parce que je lui ai bien démontré aux pseudo-experts que non, surtout pas en continu. C'est pas possible, on peut pas entendre ça. Donc oui, battez-vous. On a souvent malheureusement des gestionnaires de l'eau qui proposent à la direction une chloration continue. Et si on ne pose pas la question à l'EOH, il n'y a personne qui peut dire ne faites jamais ça. On peut très bien utiliser la température de l'eau chaude et quand on a un réseau bien équilibré, la température de l'eau chaude suffit. Voilà. Alors après, on peut avoir besoin de chlore dans des flashs, ok, mais pas plus, oui. Pas plus. Et il n'y a rien de pire que d'avoir ça a déjà été publié il y a longtemps, le CHU de Turin en Italie, celui de Dublin en Irlande, ils avaient des souches résistantes au chlore parce qu'ils avaient chloré en continu. Et ils ne pouvaient plus s'en débarrasser. Et c'était épouvantable. Alors une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc non, surtout le chlore avec parcimonie, en tout cas les biocides avec parcimonie et la température plus. C'est la politique de la PHP, hein, de moins chloré que ce qu'il faisait avant. Hein. C'est la politique. La chloration, c'est une technique d'eau potable, d'eau froide de distribution d'eau potable. Là, c'est obligatoire, on le comprend. Mais pour les réseaux intérieurs, on a d'autres techniques aujourd'hui, comme vous dites, docteur Lecointre. Hein. Oui. Merci pour ces précisions. On a une petite question sur les bras morts. Quand on supprime un poids d'eau, jusqu'où il faut le supprimer en amont? Jusqu'au raccord. Au raccord. Je pense que ça répond. Le plus possible. Il faut que le bras mort soit le plus court possible. Donc, il ne faut plus de bras morts. Très bien, merci. Pourquoi préférer l'eau mitigée? Peut-être. Parce que c'était pratique. Parce que c'était pratique pour les brûlures, c'est-à-dire qu'on distribuait de l'eau mitigée à partir de la sous-station, donc c'était très pratique, il n'y avait pas de risque de brûlure, ça contentait tout le monde. Jusqu'en 1997, à la première parution de la Légionnelle sur les réseaux d'eau chaude, où on s'est aperçu qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et ce qui a débouché sur l'arrêté de 2005, hein, avec donc cette conception de boucler entre 50 et 60 degrés sur les réseaux d'eau chaude, hein, et de mitiger au point d'usage avec un robinet pour avoir moins de 50 degrés. Je vous rappelle que l'arrêté de 2005, c'est l'arrêté anti-brûlure. Hein. On a mis 10 ans pour le faire. Donc, ça fonctionne très bien, cette conception-là, fonctionne très bien. Et puis, est reprise dans les DTU. Hein. Je suis dans les commissions DTU, on a très bien fait ça. Ça fonctionne très bien. Donc, l'eau mitigée, ça doit être fait par le robinet, y compris aux auges. Hein, bien sûr. Merci pour la réponse. On a une question sur le contrôle de la température au point d'usage. Est-ce qu'il faut le faire en continu et si oui, comment? Non. Non, pas en continu. En fait, c'est un autre intérêt des recherches de légionnelle dans l'eau, puisque la norme dit bien qu'on doit prélever, qu'on doit mesurer la température de l'eau. Il y a même maintenant le FDP 90522 qui dit comment faire. On en a longtemps parlé, Céline. Hein. Voilà. C'est assez possible, même ça laisse certains choix
au client pour dire comment il faut faire. Ce qu'il faut, c'est être vigilant que le laboratoire qui effectue ces prélèvements fasse bien la mesure de la température avec un thermomètre étalonné COFRAC, enfin, tout ce qu'il faut, parce que effectivement, c'est des prises de décision certaines fois. Donc, faut être vigilant à ça. Sinon, c'est pas en continu. La surveillance en continu de l'eau chaude sanitaire, c'est dans le réseau d'eau, pas au point d'usage. Dans le réseau. On a peut-être une question pour plus clarifier. C'était par rapport à la notion de désinfection thermique en continu à 50 degrés qui a été évoquée. La personne se pose la question puisque selon ses connaissances, les légionelles survivent entre 45 et 60 degrés. Mais je pense que la notion, c'était plus la température en continu dans le réseau que la notion de désinfection, vraiment. Dire qu'on ne désinfecte pas à 50 degrés le réseau, mais je pense que Alors, il y a deux considérations. En fait, ça dépend des souches de légionelle. En règle générale, effectivement, la légionelle ne se multiplie plus au-delà de 45 degrés. Elle commence à être dégradée à partir de 50. Maintenant, on sait aussi que les souches qui contaminent facilement les amibes libres de l'eau, donc il y a Pneumophyla, mais aussi Anisea, ça a été décrit, peuvent devenir résistantes à la température. Alors moi, dans mon réseau d'eau, qui est encore neuf, je n'isole que très très peu de points, mais c'est de la Anisea que j'isole. Et j'ai déjà isolé de la Anisea à 58 degrés et là, il y a 15 jours, à 63 degrés. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'amibes libres de l'eau dans mon réseau. Et de mon point de vue, ceci explique cela. Voilà, on est confronté certaines fois à des souches résistantes, mais il ne faut pas, à mon avis, avoir une politique de désinfection ou d'usage de l'eau chaude en fonction de ces souches résistantes. Il faut vraiment rester sur le cas général. Oui, merci pour ces précisions. Il y a une question par rapport à l'arrêté du 30 décembre 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui change dans cet arrêté ou ce qui est modifié? Des petits points très particuliers, c'est peut-être Céline qui saura mieux répondre que moi, mais de mon point de vue, c'est des petits points très particuliers. Moi, ce que j'ai eu un audit interne externalisé la semaine dernière par la même personne que toi, Céline, et qui nous a bien expliqué qu'il y avait déjà dans la du 1er février 2010 des discordances entre la réglementation et les textes normatifs. Enfin, un fascicule de documentation, c'est pas une norme, mais à partir du moment où c'est cité dans la ligne de portée du laboratoire accrédité, ça devient un texte normatif pour lui. Donc, il y avait des discordances entre les deux textes. Et là, l'arrêté du 30 décembre 2022 dit bien, vous devez suivre le FDT 90-522. Et le FDT 90-522, il nous donne un certain nombre de précisions et même de choix, c'est-à-dire que c'est au client à dire, je veux qu'on prélève comme ceci ou comme cela. Tu peux peut-être compléter, Céline? Oui, en fait, c'est ça, c'est que il y avait cette discordance. Donc, le FDT 8522 d'avant, il datait de 2006. Et en fait, l'arrêté de 2010, le FDT 8522 disait qu'il fallait démonter et désinfecter les points d'usage avant prélèvement pour recherche de légionelles. Et l'arrêté ne disait rien. Il disait juste qu'il fallait faire couler. Et en fait, c'était toujours un point de discordance lors de nos audits COFRAC, puisqu'on était plutôt partisans pour démonter, d'autres non. Et donc là, en fait, ça a bien précisé ça. La nouvelle version du FDT 8522 a précisé qu'il fallait arrêter de démonter, arrêter de désinfecter. Et du coup, la nouvelle version de l'arrêté de décembre 2022 dit « Suivez le FDT 90-522 pour prélever ». Et ça nous met un peu dans l'embarras quand même parce que cette nouvelle version du FDT 8522, comme disait Didier, elle laisse beaucoup de choix à nos clients, donc ce qui implique qu'on fasse beaucoup de revues de contrats. Et en fait, nos clients, ils ne sont pas, je pense, toujours à même de savoir. On est plus là, nous, labo d'hygiène, pour leur donner des conseils sur les prélèvements. Et là, c'est l'inverse. Ça semble compliqué, mais visiblement, je ne sais pas si Didier, vous avez la même information, mais le FDT 90-522 va à nouveau être revu d'ici à juin, là. Oui. Alors, le petit détail, c'est tout de même que c'est bien que tu en parles, Céline. Le FDT dit il faut ne plus démonter les brise-jets, pommeaux de douche, etc. quand vous faites des prélèvements au deuxième jet, ce qui nous semble complètement affolant parce que
On ne voit pas trop comment on peut explorer le réseau d'eau si c'est contaminé par les brise-jets ou les pommeaux de douche. Mais il est dit dans les FDT, sauf si votre client vous demande de démonter. Alors, il se trouve qu'à 15 h aujourd'hui, j'ai une séance du CLIN où je pense que le client, qui est le CLIN et la direction générale, va dire au laboratoire d'hygiène que je dirige, « Halte là, jeune homme, vous allez démonter ». Merci pour ces réponses. On va peut-être encore prendre 2 questions et puis on va conclure. Il y a une question sur la purge. Pourquoi la faire en eau mitigée? Et aussi sur la durée de purge, la durée de 4 minutes qui paraît longue pour ceux qui posent les questions. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors 4 minutes. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Alors, c'est peut-être le seul point où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, Monsieur Paris, donc c'est bien que la question soit posée. C'est pas avec de l'eau mitigée, hein, c'est avec de l'eau chaude sanitaire, donc on doit normalement couper l'eau froide quand on peut le faire. Donc, d'où effectivement ce qu'expliquait Monsieur Paris, c'est qu'il faut absolument que le mitigeage soit au plus près du point d'usage, si possible dans le point d'usage. Moi, j'explique bien aux ASH quand je les forme qu'une purge, c'est une purge. C'est pas une désinfection thermique, c'est éliminer toute l'eau qui est dans le réseau d'eau. Donc, si derrière mon point d'usage, juste derrière le mur, j'ai mon échangeur à plaques, ma purge, elle va prendre secondes. Si par contre, le ballon ou l'échangeur sont dans le bureau du directeur à l'autre bout du bâtiment, ça va prendre plus que 3 secondes. Voilà. Donc, on leur dit, c'est pas un quart d'heure, c'est pas. Alors, moi, j'ai pas de notion de 4 minutes. Peut-être que vous pouvez nous éclairer, Monsieur Paris. Oui, les 4 minutes, en fait, bon, c'est moi qui avais mis ça en place. Pourquoi? Parce que ça correspondait au renouvellement de l'eau dans un bras de 8 mètres. Vous savez que les antennes ne doivent pas faire plus de 8 mètres, ce qu'on avait mis dans le DTU. Donc, en puisant à 0,1 litre seconde, ou 0,2 litres seconde, ça dépend des robinets, s'ils sont hydroéconomes ou pas, eh bien, on renouvelle suffisamment l'eau dans les antennes. En fait, en pratique, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'ils vont ouvrir 4, 5, 6 points d'eau sur la circulation et puis ils vont se déplacer, ils vont progresser. Donc, en fait, ils laissent ouvert beaucoup plus que 4 minutes, ce qui est très bien, ce qui n'est pas écologique, mais ce qui est très bien d'un point de vue qualité de l'eau. Donc, c'était ça l'histoire des 4 minutes. D'accord. Voilà, je pense que ça répond effectivement à la question des auditeurs. Et on va conclure peut-être sur une question concernant les procédures de désinfection et la périodicité des désinfections au point d'usage. Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, c'est d'abord du détartrage. Et on doit vraiment détartrer le point d'usage, tout ce qui est brise-jet. Alors, en plus, ça permet de vérifier qu'on n'a pas installé des mousseurs à l'insigne de notre plein gré. On en trouve régulièrement. Bon, moi, pour des raisons à la fois de protection du personnel et écologique, j'ai réussi à instaurer le vinaigre blanc. Ça marche bien, même si on ne peut pas le chauffer, donc il faut simplement être patient. Voilà, c'est d'abord du détartrage. Après, quand je veux faire une vraie désinfection, c'est-à-dire mon robinet, mon point d'usage est contaminé, et là, on n'est pas forcément dans les légionelles, mais par exemple, on peut trouver du piocyanique. Là aussi, j'aime bien utiliser la désinfection thermique, donc je demande de faire couler de l'eau brûlante pendant 1 heure. Alors, c'est pas les chutes de Niagara, hein. C'est on met un petit filet d'eau brûlante pendant 1 heure. Voilà. Et normalement, le piocyanique est micro-aérophile, donc il est plutôt logé au niveau du point d'usage. Et normalement, ça stérilise pour, alors je pense que ça dépend des réseaux d'eau, pour à peu près 6 mois. Voilà. Mais ça, c'est spécifique à mon avis de mon établissement. Je pense qu'il faut vraiment adapter à chaque réseau d'eau et à chaque établissement. Très bien, merci pour votre expertise à tous. Il y a eu beaucoup de questions, donc je vais laisser la main à Stuti qui va conclure et puis il y aura une petite FAQ pour répondre aux questions qui n'ont pas pu être répondues. Merci. En effet, il y a eu énormément de questions pour ce webinaire par rapport aux 2 autres. Donc, merci à tous d'avoir
poser vos questions, d'être resté même si on a du retard. J'en ai conscience, on a essayé de répondre au plus de questions possibles. Je suis désolée, on n'a pas pu faire beaucoup de questions main levée parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, comme Margot vient de le dire, on va vous faire une FAQ pour tous les webinaires. Ça va prendre quelques temps. On va demander à nos intervenants de nous aider à répondre à cette foire à questions, mais elle sera disponible ainsi que les diaporamas et l'enregistrement. Donc, tout ça sera disponible via la newsletter de la SF2H et le site internet de la SF2H pour les adhérents pour les 2 premiers mois avant que ce soit disponible au grand public. Je voulais remercier vivement nos 3 intervenants. Monsieur Paris, excusez-moi, je me suis trompée pour votre nom au début. Madame et Docteur Lepointe, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et de vos réponses. Merci également aux membres du GPRI, Margot que l'on a vu, mais aussi ceux qui sont dans l'ombre et qui ont fait la modération pour ce webinaire ou pour les 3 précédents. Donc, on va clôturer ce mois du Webimars avec ce 3e webinaire. On est très heureux, vous ayez été aussi nombreux à vous connecter. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque je me rends compte que beaucoup ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Donc, on a vraiment essayé de multiplier parce que c'est notre moyen de faire diffuser les informations le plus facilement. On diffuse beaucoup d'informations par ce biais. Et pour les plus jeunes qui se qualifieraient dans les critères du GPRI, n'hésitez pas à nous écrire par mail pour faire partie de la liste de diffusion. Et peut-être, qui plus est, participer à nos différents groupes. On est toujours ouvert à tous ceux qui veulent participer. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de critères particuliers à part le fait d'être jeune dans la spécialité. Donc, sur ce, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.